Alors, du coup, ma première question, c'était en quelques mots, pouvez-vous nous parler de l'histoire de la Grande Récré? Ah, la Grande Récré. La Grande Récré est née en 1977 dans le centre commercial Paris Nord à Aulnay-sous-Bois. Donc c'est dans la Seine-Saint-Denis, c'est au nord de Paris. Et elle est née dans un centre commercial. Donc c'est important parce que les centres commerciaux à l'époque, c'était en fait une évolution dans le commerce. Et en même temps, c'était une période où en fait, ils se cherchaient un petit peu. Il y a eu la création il y a quelques années avant. Puis les commerçants n'étaient pas assez bien organisés, donc il y avait des espaces. Et en fait, le fondateur, Maurice Grimbert, il a ouvert le magasin, il avait 57 ans. 57 ans, c'est un magasin qu'il a repris, c'est un magasin qui a fermé en fait. Et lui-même, il était en train de se relancer dans son projet professionnel, puisque avant ça, il était imprimeur, et puis avec la crise du pétrole, il a fait faillite. Il a trouvé un job d'animateur de la galerie commerciale du centre, mais il avait envie de se relancer dans un projet d'entrepreneur. Et donc voilà, il a eu une intuition autour de ce magasin de jouets. Il avait deux enfants, dont un qui n'était pas. Qui avait 11 ans, donc il était encore en plein dedans. Et, et donc voilà, il a choisi ce magasin de jouets. Donc le projet, c'était de reprendre un magasin qui périclitait. Et ça marche. Et donc il a repris le magasin. Le magasin, il a ouvert le 9 novembre 1977. C'est chiant, ça. D'accord, et après, il s'est développé au fur et à mesure. Et donc le magasin, il a fait sa saison. Et en fait, après avoir ouvert un magasin de jouets, quelques temps après, en fait, il a ouvert une crêperie, pizzeria, qui est devenue restaurant, puisqu'il avait envie de faire à manger dans le centre commercial, de faire manger de façon qualitative. Il a ouvert ensuite un magasin de chaussures discount, et il a ouvert aussi un magasin, une librairie papeterie. Donc en fait, très rapidement, il a développé un écosystème autour du commerce dans le centre commercial. Oui, et c'était pas que du jouet au début. C'était pas que du jouet. Enfin, c'était d'abord du jouet, puis ensuite d'autres activités. Parce qu'il y avait des emplacements, des opportunités, donc il a voulu saisir ça. Et après, il a abandonné ses autres activités pour se... Et donc ensuite, en fait, il s'est posé la question de la suite. Et là, il s'est dit, donc il avait son fils qui l'avait rejoint très vite. Son fils l'a rejoint en avril 1978. Il avait à peine 19 ans. Et donc, il s'est posé la question de quoi faire. Et donc, c'était le choix entre on continue à exercer notre activité de commerçant dans le centre commercial, ça se passe bien, on gagne confortablement notre vie, ou alors on essaie de construire quelque chose de façon beaucoup plus grande. Et finalement, décision a été faite de construire quelque chose de plus grand, et donc de se concentrer sur le jouet, parce que le jouet, c'était l'activité qui générait le plus de chiffre d'affaires. D'accord. Et de rentabilité, parmi toutes les activités qu'ils avaient. Donc, du coup, 86, ouverture du deuxième magasin La Récré, parce qu'à l'époque, ça s'appelait La Récré. D'accord. Et donc, section de toutes les autres activités. Et là, c'est le début du développement. Et donc, de 86 à 93, c'était la période du développement en rythme de 1 à 3 magasins maxi par an. D'accord ? Dans le même temps, à l'occasion de l'ouverture du deuxième magasin, il y a la rencontre avec les dirigeants de la coopérative Jouet Club, donc coopérative qui est en train de fédérer plein de commerçants indépendants en France, et donc ils rentrent dans le groupement Jouet Club. Et de 86 à 93, le développement de la récré se fait au sein du groupement Jouet Club, et donc la récré devient la récré Jouet Club. Ah oui, c'était ensemble. Ensuite, Jouet Club la récré. Et puis en 93, en fait, il y a une ambition d'entrepreneur des dirigeants de la récré qui ne correspond pas en fait à la coopérative,
puisque l'objectif c'était de se développer partout en France et donc c'était de faire un réseau dans un réseau. Donc là il y a une rupture avec Jouer Club et en 1994 il y a la mise en place du projet Horizon 2000 qui visait 50 magasins en France en 2000. L'introduction d'organismes, de sociétés de capital risque et d'investissement dans le capital de l'entreprise pour avoir les moyens pour assurer le développement. Et donc, 94, la récré devient la grande récré. Et là, démarrage d'un développement à un rythme de 5 à 6 magasins en moyenne par an. Donc on change de dimension. Et en réalité, en 2000, c'est pas 50 magasins qu'il y avait, c'est 67. Donc c'est allé beaucoup plus vite. Bon, ouais, d'accord, tu me bloques là et ça me va pas. Donc après, il y a des franchises qui se sont ouvertes, c'est ça? Alors, donc c'est pas des franchises, c'est des magasins succursalistes. Donc c'est l'entreprise qui investit, qui finance tout. Donc tout lui appartient. Et donc 94, voilà du coup en 2000 pardon, compte tenu du fort développement de l'entreprise, les ambitions nationales sont renforcées et en même temps on envisage le développement à l'international. Et donc à partir de 2003, c'est les premiers pas à l'international en Belgique, au Maroc. Et puis ensuite par acquisition en Suisse, en Espagne. Donc à ce moment-là, la Grande Récré est devenue en 2005, la Grande Récré est devenue Ludendo, parce qu'en fait on rachetait des concurrents en France aussi. Et donc pour conserver en fait une identité, une culture commune à l'ensemble des collaborateurs, il y a eu une scission entre d'un côté le nom de l'entreprise, Ludendo, et de l'autre des marques qui agissent pour le compte de l'entreprise. Donc vous aviez en France la Grande Récré, vous aviez Jouetland, vous aviez Star Jouet, vous aviez Babyland. Et à l'international, vous aviez la Grande Récré, donc en Belgique, en Suisse et au Maroc. Et en Espagne, vous aviez Diverdrac. Et ensuite aussi, parce qu'on a racheté un concurrent, il y a eu Franz Karl Weber. Donc c'était devenu un groupe multi-pays, multi-enseignes et multi-métiers, puisqu'en même temps, on avait développé aussi tout ce qui était puériculture, le livre jeunesse avec Lire et Grandir. Donc voilà, donc on est passé d'un statut pur jouet à un statut pur enfant. Mais toujours dans le cadeau. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait quand même des enseignes qui avaient fermé, des boutiques Alors, à Grande Récré. c'est autre chose. Oui. Donc ensuite, le développement a continué. Pour continuer sur les aspects de développement, en 2011, on rachète Avenue des Jeux, rue de la Fête.com. Donc premier pas dans le digital sur la fête. Ensuite, on rachète Hamleys en 2012 en Angleterre. Et là, c'est à la fois une position en Angleterre majeure avec une enseigne référente et une dimension mondiale qui s'ouvre puisqu'ils étaient présents dans 20 pays par l'intermédiaire de franchises. Et puis on rentrait dans le monde anglo-saxon d'une certaine façon. Donc par rapport aux fournisseurs, c'était une autre perception de la marque. Et puis on rachète aussi avenue-des-jeux.com qui était un site pure player de jeux et jouets. Et puis Loisirs et Création qui était une enseigne de loisirs créatifs. Il y a un magasin qui est juste après là. Voilà. Donc ça, c'est toute la phase d'expansion. Dans le même temps, l'expansion est allée un petit peu trop vite, donc crise de croissance en 2014. Et donc là, plan de transformation avec la mise en place d'une nouvelle orientation stratégique. D'abord la scission d'Hamleys, parce que bon là, on a eu une demande d'achat qui était incroyable, le double du prix acheté 3 ans avant. Donc ça a permis de désendetter l'entreprise. Et d'autre part, on est passé d'une stratégie de développement 100% succursale à développement franchise. Donc le réseau, en fait, il se transforme avec cession des magasins intégrés en France à des franchisés et développement via la franchise. Voilà. Et recentrage de l'activité autour de la marque La Grande Récré. D'accord. C'est pour ça que quelques boutiques ont été supprimées. Et donc, évidemment, les boutiques les moins rentables sont fermées. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les ans, vous fermez des magasins. Oui. Parce qu'un magasin, il va être dans une chalandise. La chalandise, elle peut bouger. Il y a du déplacement naturel. Il y a de la concurrence nouvelle aussi qui arrive, que ce soit de la concurrence physique ou de la concurrence digitale. Donc, votre magasin, en fait, il a un cycle de vie comme un produit.
Et à un moment donné, il faut prendre la décision de fermer. Et on n'avait pas fait en fait, parce qu'il y a un côté affectif. Donc il y a eu pas, on a manqué de décision sur les 4 dernières années, on n'avait pas fermé du tout de magasin, alors que d'habitude on en ferme 2 ou 3 par an. Donc là du coup, tout ce qu'on n'a pas fait, il a fallu le faire d'un coup. Donc c'est un petit peu plus douloureux en fait. Mais la réalité c'est qu'un réseau il vit, donc les magasins ils se ferment, les magasins ils se déplacent, les magasins ils se rénovent, les magasins ils agrandissent, les magasins ils réduisent de surface. Oui, ça veut pas dire que ça marche pas. Exactement, ça fait partie de la vie. Voilà, parce que les gens sont comme ça et à un moment donné ça change quoi. Vous avez un super retail park qui ouvre de l'autre côté de la ville, d'un coup les gens ils vont plutôt de l'autre côté de la ville que là où vous venez avant. Oui. Donc du coup vous perdez en fréquentation, donc vous perdez en rentabilité, donc à un moment donné votre magasin il devient plus rentable, donc il faut le fermer. D'accord. C'est naturel. Ok. Il faut se battre contre ça, mais c'est naturel. D'accord, très bien. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents. Tout, le nom déjà. Non mais c'est important, Oui. le nom. Après c'est l'approche client. Voilà, il y en a qui sont sur le prix, il y en a qui sont sur le choix. Nous c'est en fait un équilibre entre un choix qui soit large. Donc vous avez 10 000 références en moyenne avec l'essentiel des références, les produits d'actualité, les produits des grandes marques, les produits des marques françaises, les produits en marque exclusive. Et puis une relation client qui est fondée sur l'humain. Donc du conseil, de l'accompagnement dans le magasin pour vous aider à trouver le produit qui correspond aux besoins de votre enfant par rapport à l'occasion. Et puis c'est l'implantation. La Grande Récré est implantée à la fois en centre-ville, en centres commerciaux et en périphérie. Oui. Ce qui lui permet d'avoir en fait une couverture universelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et avec une très forte présence dans Paris. On est les seuls à avoir 11 magasins dans Paris, très forte présence en Ile-de-France et ensuite dans les principales villes de France. Donc en fait c'est une alchimie. Vu de l'extérieur, quand on regarde comme ça de façon brute, on est tous des magasins de jouets, on vend tous les mêmes produits. On fait tous des catalogues au même moment, Ouais. on a à peu près tous de la communication au même moment parce que le rythme de vie du marché est ainsi. Mais la réalité c'est quand vous êtes dans le point de vente, là vous avez une différence. Le concept magasin est différent, l'ambiance du magasin est différente. La relation humaine dans le magasin est différente. Il y a des concurrents comme Toys R Us, il n'y a aucune relation humaine en magasin. King Jouet, ça dépend si c'est un magasin intégré ou un magasin franchisé. Nous, il y a une universalité du concept qui permet de garantir en fait un niveau de relation qui soit équivalent pour les clients. D'accord, très bien. Du coup, l'enseigne, elle fête cette année ses 40 ans. Pourquoi vous n'avez pas profité pour réaliser une campagne de communication dédiée à l'anniversaire? Parce que ce serait plutôt quelque chose qui va se faire sur la fin d'année qu'au début d'année. D'accord. Parce que Donc le marché du jouet est en fait marché saisonnier, 50% des ventes se font sur la fin de l'année. D'accord. Donc en fait, les moments de communication sont principalement sur la fin de l'année. D'accord, mais c'est prévu. Oui, c'est prévu. D'accord. Avec la forte expérience de la Grande Récré dans le secteur du jouet, comment arrivez-vous encore à vous renouveler À quel point le renouvellement? sur les campagnes de communication? Ça, c'est un travail de créatif, donc c'est un travail d'agence. Donc, Oui, vous travaillez avec des agences. oui, on a des agences, et puis ensuite, vous savez, on sent l'air du temps. Oui. On sent les clients, il y a le contexte aussi, il y a tout ça. Donc, après, vous définissez votre positionnement, vous envoyez, il y a un travail sur la plateforme de marque, et puis ensuite, vous avez une agence. Donc, c'est l'agence qui va. Oui, Voilà. qui fait de la Le veille. magasin, il change peu. Le magasin, il va changer dans sa physionomie par rapport aux produits qui vont être mis en avant, à la façon dont vous allez implanter, à la façon dont vous allez faire des événements, vous allez faire la PLV, ainsi de suite. Mais sinon, en termes de com, c'est l'agence. D'accord. C'est le rôle des agences. C'est les agences aussi qui vous conseillent en termes de disposition dans le magasin. Non, ça, c'est le travail des équipes merchandising et commerciales. D'accord. Et ça, le renouvellement, du coup, il se fait au niveau de la stratégie. Et voilà, il se fait en fonction de l'actualité produit, il se fait en fonction des saisons, il se fait en fonction de la dynamique commerciale, il se fait en fonction de tout un ensemble de choses. D'accord. Du coup, je voulais savoir, quelle est la tranche d'âge la plus intéressée par vos produits? Alors, la population consommatrice en majorité, c'est l'enfant. Oui.
aussi des adultes, puisqu'avec les jeux de société, on va chercher l'adulte. Mais c'est vrai qu'on vend principalement à 95% pour les enfants. D'accord. Et en fait, après, vous avez, on va dire que le cœur de cible pour nous, c'est les enfants de 5 à 8 ans. De 5 à 8. Ouais. Parce que, en fait, à cet âge-là, l'enfant est prescripteur, très fortement. Auprès de ses parents, oui. De façon quasi majoritaire, exclusive. Donc, du coup, voilà, en fait, le marché du jouet, il y a une problématique de double cible, l'adulte et l'enfant. Et dans l'adulte, vous avez deux catégories, il y a les parents, les grands-parents, et éventuellement les non-parents, si vous voulez faire un distinguo très fort. Et après, dans les enfants, vous avez le premier âge, donc les enfants qui ne décident pas, donc c'est du 0, 2, voire 3, ça dépend à partir de quel âge ils commencent à parler. Voilà. Et puis ensuite, vous avez l'école maternelle et ensuite l'école primaire. Et quand ils rentrent au collège, ils sortent très majoritairement. Après, c'est juste des aficionados des jeux de société ou des jeux scientifiques ou des Lego techniques ou des choses comme ça, mais c'est tout petit. D'accord, et donc 5-8. Ok. Depuis la création de l'enseigne, quels sont vos best-sellers que vous continuez encore à vendre? Les best-sellers Alors, le marché du jeu, c'est un marché de renouvellement. Vous avez chaque année 40% des produits qui sont nouveaux. Donc, soit vous parlez en catégorie de produits, soit vous parlez en type de produit, dans le sens la marque ou le super-héros. Ensuite, le marché du jouet, c'est un marché où les licences sont très fortes, puisque vous avez quasiment un jeu sur 4 vendu qui est un jouet sous licence. Oui. Donc, si on raisonne de façon intemporelle, on va dire ce qui se vend, le best-seller absolu, c'est le Monopoly. D'accord. 82 ans aujourd'hui, il est toujours dans le top 20 des ventes chaque année. Voilà, ça c'est un. Mais après, si on raisonne en termes de catégorie, les jouets qui fonctionnent le mieux, c'est tout ce qui est figurines. Les figurines et peluches. D'action. Oui. Mais la seule chose, c'est que ici, la figurine, elle va changer en fonction du héros du moment. Parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jouet, il s'adresse à des enfants. Oui. L'enfant qui a 5 ans, il joue de la même façon aujourd'hui qui a 100 ans, qui a 1000 ans, qui a 10 000 ans. On a retrouvé dans des fouilles en Égypte des toupies. Cette année, vous avez une toupie qui va être le produit de l'année. Ah oui. Voilà. Donc, des milliers d'années après, ça marche toujours. D'accord. Mais Donc, non, allez-y. Non, je pensais à Superman ou Spider-Man qui sont par exemple depuis des années. C'est en fait le personnage, le super-héros. Il y a 40 ans, c'était Star Wars. Cette année, ça peut être encore Star Wars. Mais il y a 40 ans, c'était l'homme qui valait 3 milliards. Et cette année, ça va être les Power Rangers ou Pyjamasque, qui est une nouveauté de cette année. Donc en fait, le type de produit ne change pas. Ce qui va changer, c'est finalement sa représentation. D'accord. Et sa représentation, elle va s'inscrire dans l'air du temps. C'est-à-dire que si on est sur des super-héros qui sont comme ça, la figurine elle sera comme ça. S'il est comme ci, elle sera comme ci. Vous prenez la Barbie, par exemple, la Barbie qui fête ses 58 ans cette année. Dans les années 80, la mode c'était les grands mannequins blonds, les cheveux un peu ondulés, le cabriolet Jaguar, ainsi de suite. Donc elle était comme ça. Aujourd'hui, on est dans une femme qui est plus urbaine, donc cheveux lisses, Fiat 500. Barbie, elle est cheveux lisses, Fiat 500. Ouais. Voilà. Donc en fait, l'univers du jouet s'adapte à ce que le monde est aujourd'hui pour que ça plaise aux enfants d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Si ça ne plaît pas aux enfants d'aujourd'hui, ce ne sera pas un succès. Quand bien même c'était un super succès. Ce qui explique par exemple que vous avez eu des phénomènes comme les Pokémon qui sont apparus en 99, qui sont restés pendant quelques temps au niveau des jouets, qui ont disparu, qui sont revenus, ainsi de suite. Les toupies dont je parlais, les toupies Beyblade, la première fois qu'elles sont sorties c'était en 2003. Elles ont fait 1 an et demi, ensuite elles sont revenues en 2010, elles ont fait 1 an et demi, et là elles reviennent en 2017.
Donc en fait, ce rythme, si vous regardez, ça correspond à des rythmes de renouvellement de génération. Oui, c'est en fonction de la génération. Voilà. Tous les 7 ans, il y a un renouvellement complet puisque tous les enfants de primaire, ils quittent la primaire. La primaire, ça dure 5 ans. Oui. Il y a un frère ou une sœur juste derrière. Donc vous arrivez à faire des choses... ici. Est-ce que ça marche aussi pour les peluches? Parce que les peluches à la grande récré, ça doit aussi beaucoup se vendre, alors que c'est Deux pas catégories de forcément peluches. Vous avez la peluche tradition, Oui. l'ours en peluche. Donc là, l'ours, il se vendra toujours. Après, ce qui peut évoluer sont les matières. On va être plus ou moins dans la douceur, plus ou moins dans la longueur. On va être plutôt velours, plutôt peluche. Les coloris aussi. Voilà, on va être dans une tendance plutôt beige clair, beige foncé, machin. Et puis à côté de ça, vous avez la peluche licence, donc là qui va correspondre à un personnage. Donc ça va être un oui-oui, ça va être un babar, ça va être une bécassine, ça va être là ils reviennent les Télétubbies, ça peut être Mickey, Winnie l'ourson, des choses comme ça. D'accord. Donc en fonction de l'actualité, ça va se renouveler. Et même les classiques adresses, parce que je crois qu'il y avait des manchots que j'avais vus déjà il y a une dizaine d'années qui sont toujours présents dans les magasins. Mais il y a 100 ans, il y avait déjà des manchots. Oui, La mais seule chose, c'est les mêmes là. Ça va, oui, mais ça va après. Parce que là, on est sur des produits qui sont typiques, mais c'est des petites ventes, c'est ce qu'on appelle le fond de rayon. D'accord. Il y a ce qui fait l'actualité, donc qui va être mis en avant d'une certaine façon, et il y a ce qui fait qui est plus classique, et là, ça va être un peu complémentaire. Attends, excusez-moi. Attention. Salut, ça va Laurent? Vas-y, je suis en rendez-vous. Ok, ça marche tout à l'heure. Je t'en prie. Donc voilà, en fait c'est, si vous voulez, un enfant qui a 3 ans aujourd'hui, c'est tout bête, mais dans un an il aura 1 an de plus. Alors 1 an c'est énorme, donc ça lui permet de rentrer dans un autre univers, mais en même temps il a la mémoire de ce qui s'est fait. Donc la peluche qu'il a eue à 3 ans, il ne veut pas la même à 4 ans. Donc il y a des évolutions comme ça, en glissement, qui permettent de satisfaire des enfants qui évoluent très vite, mais dans des espaces-temps plutôt courts. Et comme on est dans de l'industrie, donc on ne peut pas renouveler ces processus industriels et refaire des moules, et refaire d'ici, refaire de ça, de façon trop rapide et sur 100%. Donc vous avez une espèce de glissement comme ça, qui fait que vous avez de la nouveauté, qui vient remplacer quelque chose qui est plus ancien, mais qui complète aussi des choses qui étaient déjà là. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est une rotation qui permet comme ça d'avancer dans le temps. Et au milieu de tout ça, vous avez des événements, des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. D'accord. Voilà, c'est ainsi. Ouais, du coup, ma question suivante, c'était selon vous, quelle durée de vie a un super-héros, mais Alors, ça va un peu avec. La durée de vie du super-héros, en fait, elle dépend de la vie, de l'œuvre dont est issu le super-héros. D'accord. Et au-delà de la durée de vie, on va dire le caractère performance dépend de ça. Parce que la durée de vie, je vais prendre l'exemple de Star Wars, depuis 1977, on vend du Star Wars. Et on en vend bien. Mais quand le film est sorti il y a 2 ans, la nouvelle trilogie, là les ventes elles ont explosé. Oui, même quand il y a eu le film en 3D. Voilà, les ventes ont explosé. Et puis dès qu'on est passé à l'année suivante, les ventes ont rebaissé. De l'ordre de 30%. Mais ça reste très fort. Vous prenez Cars, c'est pareil, ça a explosé au moment de la sortie. Ça a baissé, mais ça continue à se vendre. Et puis là, il y a un film qui va sortir cet été, ça va repartir. Ouais, ça va être pareil pour Les Mignons avec le prochain film. Voilà. Donc, mais Les Mignons, c'est moins fort. Ouais, On n'est pas sur les mêmes registres de performance. Donc, en fait, si votre œuvre, elle est présente et elle permet d'entretenir le phénomène, le produit va continuer à être demandé. Ouais. Et si l'œuvre, elle disparaît, le produit va disparaître. Les Télétubbies sont sortis des programmes télé il y a une dizaine d'années. La licence, elle s'est arrêtée. Ouais. Et là, ça revient cette année, la licence, elle repart. Oui, c'est surtout les... Donc il faut entretenir, parce qu'en fait, les enfants, ils sont stimulés d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les écrans sont très présents dans les télés, et la première babysitter de France, c'est la télé. Donc que ce soit une télé ou que ce soit une télé sur une tablette ou un ordinateur. Donc l'enfant, lui, il va être plongé dans un imaginaire qui va lui plaire. Et il va avoir envie
eh bien, soit de prolonger lui-même cet imaginaire dès lors qu'il n'est pas à l'écran, et donc il va demander le personnage clé ou les personnages de l'histoire pour pouvoir se faire ses propres histoires autour de ces personnages qu'il adore. Ou alors il va vouloir être accompagné par ces personnages, et donc là on va retrouver sur un ordinateur électronique éducatif, sur une balle, sur un saut de plage ou autre, l'image du personnage. Donc ces deux types de demandes en fait concourent à la performance d'une licence sur le marché du jouet. Et c'est pareil sur le textile. Vous voyez, ce qui se vend le plus en produits dérivés, produits sous licence en textile, c'est les petites culottes. Oui. Les enfants, ils adorent avoir la culotte du super-héros, donc c'est quand même un peu drôle. Et voilà. Donc on veut être accompagné, on veut avoir une trousse avec son personnage parce que ça rassure. Ça nous plonge dans quelque chose qu'on apprécie. Donc du coup, eh bien, c'est agréable. Et donc si tout ça c'est soutenu par de la télé, eh bien ça va durer longtemps. Par exemple, les phénomènes durent plus longtemps quand ils sont issus d'une série télé que d'un film de cinéma. Parce que le film il va rester en salle un certain temps, après il va y avoir le DVD, et après c'est fini. Oui, tandis que Dora ou Franklin par exemple, ça continue. Ça passe tous les jours. Et il y a des nouveaux épisodes. Oui. Quand les épisodes sont diffusés, je les regarde à nouveau, et ainsi de suite. Parce que l'enfant, ça ne gêne pas de regarder 10 fois le même épisode. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc en fonction de la façon dont vous entretenez votre phénomène en tant qu'ayant droit, eh bien, vous entretenez le potentiel commercial de votre licence. Oui, vous adaptez en fait en licence, quoi. Oui. En fonction de la mode, de ce qui sort. Exactement. D'accord. Donc nous, c'est important quand on fait une collection de savoir effectivement quel est l'accompagnement marketing dans toutes ces dimensions de tel ou tel produit ou de tel ou tel univers pour se dire il y a du potentiel, il faut en acheter beaucoup, il n'y a pas de potentiel, on n'achète pas beaucoup, voire pas du tout. D'accord. Ah oui, c'est vous qui décidez. Ah bah oui, quand même. Oui. Bah, nombre, on est des distributeurs, donc on achète pour revendre. Oui. Donc il faut acheter ce qu'il faut, suffisamment pour ne pas manquer et pas trop pour ne pas en avoir du stock. Oui, ça doit pas être facile des fois, parce qu'on peut imaginer que des fois vous achetez une petite quantité et qu'au final ça peut exploser très vite sans que vous vous en rendiez compte. Exactement. Au début. Et le problème c'est que comme les produits sont majoritairement fabriqués en Asie, 67 des produits vendus en France sont fabriqués en Asie. 67%. Vous avez des délais importants. Donc, et ce que vous vendez à Noël, on est en train de l'acheter maintenant. Oui. Donc si on s'est trompé au mois de novembre, on ne peut plus en commander. Ah oui. Il faut que vous anticipiez. Il faut anticiper. Minimum Donc il y a un métier en fait, nous sommes dans un métier où l'engagement est très important et donc la prise de risque est très importante. D'accord. Parce que s'il n'y en a pas assez, vous perdez des ventes. S'il y en a trop, vous mangez du stock. Donc, ça vous est déjà arrivé de vous tromper? Ah oui, ça fait partie de la vie, on est des humains. Oui. Et on est sur des phénomènes qu'on ne peut pas anticiper puisque on est en train de penser des produits qui vont plaire aux enfants dans 6 mois. Ouais. Il va se passer des choses en 6 mois. Après, vous êtes peut-être au courant aussi des films qui seront dans 6 mois. On est au courant de tout, mais il faut estimer. Oui. On vous dit ça va être un super succès, ok, mais parfois non. Ouais. D'accord. Okay, je vois. Donc il faut regarder tout ça pour faire en sorte que ça matche. Donc après, il y a des raisonnements qui sont fondés sur des analyses statistiques, prévisionnelles, avec des outils d'analyse et tout. Et puis après, il y a le subjectif, donc ce que vous ressentez vous en tant qu'acheteur. Ouais. Puis après, il y a des commissions qui permettent de valider ce qu'on appelle les grands engagements, puisque à Noël, comme on fait 50% de notre chiffre d'affaires, sur des quantités, on va acheter 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 pièces. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il y a des comités qui permettent de présenter les enjeux, les raisons de ces enjeux, et d'obtenir une validation qui se passe au niveau de la direction générale. Ah oui, d'accord. Eh oui. Parce qu'on ne fait pas de l'alimentaire où on n'alimente pas la machine au fil de l'eau. Là, on doit décider très en amont combien on va en avoir en magasin. Parce qu'après, c'est une commande de fabricant, c'est de l'industrialisation qui se met en route, c'est des palettes qui vont arriver, et après, vous en faites quoi? Et puis à l'inverse, des fois, vous devez peut-être être en rupture aussi au moment de Noël. On a toujours des ruptures. Mais on préfère avoir une rupture qu'un surstock. Oui. C'est sûr. Il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Voilà. Parce que le surstock, c'est pareil, c'est que il peut y avoir un surstock qui va juste vous faire avoir du stock, mais ça ne vous met pas en danger. Par contre, ça va dégrader votre résultat. Ouais. Et il y a le surstock qui va menacer votre entreprise, et là, ça dégrade la trésorerie. Oui. Donc la capacité à faire des achats sur la période suivante. Oui. Là, c'est moins bon. C'est moins bon. D'accord, ok, très bien. Du
Du coup, je voulais savoir sinon le turnover des produits en magasin. C'est quoi le turnover? La fréquence La à rotation? laquelle... Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, puisque dans un marché qui est très saisonnier, vous avez une rotation du courant d'année, une rotation de la fin d'année. Oui. Donc, la rotation, elle est plutôt lente en courant d'année. Vous voyez, en moyenne, pour vendre un produit en courant d'année, il faut 26 semaines. Ah oui. Enfin, pour vendre un colis, pardon. Un colis de 7 produits. Il faut 26 semaines. Alors qu'à Noël, on descend à 6 semaines. En moyenne. Hein. Donc il y a des produits, les 7 produits, vous les vendez en 10 minutes, et puis d'autres, il faut 7 semaines. Il y a des produits qui restent très peu de temps en magasin. Il y a des produits, vous les recevez dans la nuit, vous en mettez 24 le matin, et à midi, vous n'en avez plus. Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle les produits événements. Et sinon, quand vous voyez qu'un produit ne marche pas, du coup, vous le laissez, par exemple, qu'un mois après, vous l'enlevez ou... Non, après on fait des soldes, on fait des promos, on essaie de le faire partir. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas l'enlever, il est chez vous. Oui. Imaginez que vous avez envoyé 12 pièces d'un produit dans 220 magasins. Ça ne se vend pas du tout. Vous ne pouvez pas les enlever, donc vous les avez, vous les avez achetés. Ouais, vous êtes obligé de les liquider. On vous les a facturés, vous aurez les payer. Vous ne pouvez pas organiser un retour parce qu'un retour ça vous coûte plus cher que. Donc vous faites des promos, vous attendez les soldes. Oui, d'accord. Vous mettez les vendeurs dessus, enfin bon. Vous essayez de trouver des solutions pour que ça sorte. Oui, en général, il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen, mais il est plus ou moins coûteux. Oui. Donc quand c'est trop coûteux, à la fin, vous perdez de l'argent. Ah oui. C'est un principe de dégradation de rentabilité en fait. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous achetez. D'abord à ce que vous sélectionnez, ensuite à ce que vous achetez en termes de quantité, pour qu'à la fin l'opération elle soit rentable. Oui, c'est sûr que... Sinon c'est comme ça que vous faites des pertes après. Oui. Ça va très vite. Hein. Quand vous avez 10 000 références, si vous vous trompez sur les 10 000, je ne vous dis pas. Oui. Oui, c'est pas comme les Playmobil ou les Lego pour lesquels vous êtes sûr que... Mais même dans les Lego, il y a des choses qui ne se vendent pas. Oui. Dans les Playmobil aussi. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend moins compte. En fait, parce que rien c'est n'est tout bon tellement, et rien n'est tout mauvais. Il y a du bon et du mauvais et du moyen partout. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre dans tout ça pour que la formule marchande elle soit valorisante pour l'entreprise. D'accord. C'est ça l'enjeu. Ouais, c'est sûr. Vous voulez boire quoi, vous? Je vais prendre un jus d'orange, je pense. Jus d'orange pressé ou pas? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un jus d'orange pressé pour mademoiselle et un Perrier tranche pour moi? Ce sera Badois rouge par contre. Badois rouge. C'est bon. Il y a un jus d'orange pressé et Badois rouge pour la table. Et donc voilà, donc c'est des équilibres globaux à trouver. Et puis après, vous suivez ça au fil de l'eau, au jour au jour, parce il y a aussi l'enjeu de réalimenter les magasins. La problématique aussi, c'est la disponibilité du stock en magasin. En courant d'année, ça va, à part un ou deux événements qui sont liés à une sortie ou autre, vous allez avoir un suivi important à faire. En fonction de la météo, vous voyez, si la météo est très forte, tous les jours de plein air, d'un coup, ça va exploser. Donc, si vous n'avez pas anticipé la météo, vous n'avez pas le stock en magasin, vous allez louper les ventes. Oui, ça, vous pouvez pas trop anticiper vraiment la météo. Enfin, vous Un savez petit que peu, c'est, on regarde. oui, On regarde. c'est vers l'été. Ah non, ça commence dès Oui, le mois de en fait. février. S'il fait beau en février, hop, les enfants ils jouent dans le jardin. S'ils jouent dans le jardin, il faut des jouets de jardin. Oui, Donc il faut les avoir en magasin. oui. Et pareil en mars, et en avril, et en mai, ainsi de suite. Un jus d'orange normal. Et puis à Noël, là c'est pire, puisque à Noël, plus vous approchez de Noël et plus vous avez en fait une montée en puissance de la fréquentation dans vos magasins. Donc il faut anticiper cette montée en puissance pour alimenter les magasins en conséquence et faire en sorte que lorsque les clients sont là, le produit est là. D'accord. Parce que si le produit n'est pas là quand le client a décidé de faire ses achats à Noël, il va à la concurrence. Oui, forcément. Donc vous perdez le client. Ouais. Et si il avait prévu d'acheter 5 produits, vous perdez les 5 produits. Oui.
Donc l'enjeu logistique est aussi très important, et notamment sur la fin d'année, parce que sur la fin d'année, la rotation est extrêmement rapide et que vous pouvez perdre beaucoup en peu de temps. Donc il y a toute une organisation qui est adaptée à cette période pour faire en sorte que les produits ils soient livrés au fil de l'eau, c'est-à-dire en fonction de leur vente dans nos magasins. Et quand ils sont pas en magasin, enfin ils peuvent être sur le site internet. Non, en général c'est pareil. Si vous n'avez pas de jouets plein air en magasin, ils peuvent être sur le sont site pas puisque c'est pas les mêmes modes de fonctionnement. D'accord. Les magasins en fait ils sont livrés au fil de l'eau, donc ça part de l'entrepôt central, alors que le site internet il est sur l'entrepôt central. D'accord. Oui, donc par exemple si Donc trouve le stock pas il peut être sur le site. oui voilà, il peut aller En général ils directement veulent sur voir le site. produit, ils veulent l'acheter, ils veulent le vendre. Voilà. Donc le site c'est du complément. La digitalisation du point de vente c'est du complément. Ça représente combien à peu près votre site internet en pourcentage par rapport au reste des Moins de magasins? 5%. Ah oui. C'est normal, face à 220 magasins, vous pouvez pas. Mais par contre, c'est une bonne alternative et puis surtout ça permet d'inscrire la grande récré dans son temps. Hein. Aujourd'hui la digitalisation. Oui. Non, c'est l'inverse en fait. Oui, je pense que c'est ça. Et oui, donc la digitalisation du point de vente c'est important parce que ça permet en fait de continuer à pouvoir servir les clients quand bien même le produit n'est pas en stock en magasin. Mais ça ne permet pas de le faire pour 100% des clients puisqu'il y a un flux qui est tellement important qu'on ne peut pas. Et à l'inverse, le site internet, il permet d'avoir une porte d'entrée nationale. Un magasin, il a juste une porte d'entrée locale. Et ça permet de faire venir des clients en magasin puisque avec le site internet, vous allez proposer de l'achat en direct et de la livraison chez vous, si vous voulez. Mais vous pouvez aussi faire de l'achat en direct et de la livraison dans le point de vente. Et donc vous allez chercher le produit en point de vente. Et vous pouvez aussi faire de la e-réservation. Et la e-réservation, c'est intéressant puisque vous réservez le produit et vous allez ensuite l'acheter en magasin. Et à Noël, ça vous permet en fait de garantir votre déplacement, puisque vous pouvez, quand vous allez dans un magasin de jouets à Noël, surtout quand vous arrivez dans le mois de décembre, toujours la question est-ce qu'il sera disponible ou pas le produit. Alors que là, vous allez le bloquer. Et quand vous allez en magasin, le produit il est là, il vous attend. Oui. Donc et ça il est permet. déjà payé en plus. Ah non, e-réservation, il n'est pas payé. Ah oui. En click and collect, il est payé, mais pas en e-réservation. Donc ça permet en fait de garantir l'efficacité du déplacement de la cliente. D'accord, ok. Voilà, puisque 77% des clients sont des clientes. Ah oui. Ouais. Donc des mamans, Des mamans, des grandes-mamans. Mais principalement des mamans. D'accord, très bien. Je voulais savoir en termes de communication, est-ce qu'il y a des médias que vous refusez de faire ou dont vous pouvez vous passer vu que vous êtes quand même assez connu? Dans l'absolu, on peut se passer de tout. Oui. Mais dans l'absolu, on a besoin de tout. Après, en fait, c'est une question de moyens. Donc vous les faites tous, Non, on les fait pas tous. affichage circuit. Non, on fait pas. Non, l'affichage, on n'en fait pas. Vous en faites plus Parce que non, on en a fait très très peu il y a très longtemps. On fait un peu d'affichage directionnel parfois dans certains trucs, mais pas tout le temps. Non, dans l'ordre de priorité, déjà le premier média c'est le magasin. Le magasin? Le magasin c'est le premier média Oui. d'enseigne. C'est 45 millions de visiteurs par an. Donc ça fait des contacts. Oui. Et c'est 10 millions de passages caisse. Donc vous voyez, ça fait un taux de transformation intéressant. Deuxième élément, quand on est dans une communication qui se veut plus être une communication promotionnelle, le média privilégié dans ces cas-là, ça va être la radio. Oui. Parce que la radio c'est chaud, parce que la radio ça permet de couvrir la population cible, et ça permet la présence au niveau national. Quand on va être plus dans l'image et la notoriété, on va faire de la télé. Oui. Parce qu'on peut amener du contenu. Et on va avoir aussi une masse de personnes qu'on peut toucher qui va être énorme. Et on vous demande en général ou c'est vous en fait? Comment ça on vous demande? Pour la télé? C'est des, je sais pas, c'est des émissions des fois qui vous demandent ou... Non, ça c'est autre chose. Non, là moi ce que je parle c'est de la pub en fait. Ah oui, J'achète de l'espace. Oui. Là ce que vous citez c'est plutôt des relations presse. Oui, d'accord. Là, oui. c'est autre chose. Oui, vous faites les deux. Ouais, c'est un peu autre chose. Là on parlait de pub. Communication au sens D'accord. Oui, donc marketing télé, oui. voilà, télé.
Si on voulait compléter un dispositif promotionnel, on pourrait faire de l'affichage sur les zones de chalandise. Mais ça coûte cher. Donc c'est le moins rentable entre télé et affichage. Le moins rentable entre radio et affichage, le moins rentable, c'est l'affichage. Donc on va d'abord privilégier la télé. Et si on a du budget, on peut compléter par l'affichage. D'accord. Et puis il y a un troisième média qui est dans la catégorie hors média dans les définitions marketing mode, c'est tout ce qui est catalogue et dépliant. Oui. Mais en fait, nous, c'est notre premier support de communication externe. Parce que le catalogue, il permet de proposer un très large choix à l'ensemble des foyers de nos zones de chalandise pour un coût unitaire qui est très faible. C'est moins de 40 centimes l'exemplaire. Et il y en a plusieurs en général, c'est plus Alors, à Noël quand même. il y a le catalogue de Noël, mais vous avez un catalogue printemps, vous avez un catalogue été, et puis après, vous pouvez faire des petits dépliants qui sont intermédiaires. D'accord. Voilà. Et c'est surtout le catalogue de Noël qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. en Bah général. oui, mais vous avez le catalogue été, le catalogue printemps aussi. D'accord. Ouais, vous faites 3 saisons sur. Mais l'artillerie l'autre, c'est le catalogue de Noël. Et c'est très important le catalogue de Noël parce que le catalogue de Noël est la base de la constitution de la liste au Père Noël. Oui, pour les enfants, ils peuvent découper, envoyer. Et donc oui. si on est dans la liste du Père Noël avec nos images, on peut considérer que c'est chez nous que les gens vont venir. Et si en plus ils ont pris dans votre catalogue un produit qui est exclusif à la Grande Cré, ils seront obligés de venir chez vous. Ouais. Donc le catalogue il est très important. Et les dépliants, c'est pareil, c'est dans les boîtes ou... Oui, c'est dans les boîtes aux lettres aussi. D'accord. Et là c'est de la stimulation et on est sur une offre plus courte. Donc D'accord. on a un enjeu commercial qui est moins grand. D'accord, ok. Et puis après, donc, il y a effectivement la dimension relation presse que vous avez évoquée, mais qui est là est purement complémentaire et qui permet en fait de se positionner en tant que référent sur un marché et qui permet de développer la notoriété. Mais elle a peu de capacité à faire venir. Oui. Hein, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est quand on raisonne d'un point de vue marketing, il faut raisonner en termes d'action. Quand on dit les objectifs, non, les objectifs c'est faire connaître, voilà, donc ça s'appelle créer la notoriété, c'est faire venir, donc ça s'appelle créer du trafic, c'est faire acheter, donc ça veut dire transformer une visite en achat. Voilà, et il faut toujours raisonner comme ça, parce qu'en fait, on va agir sur des humains, et les humains, ils ont des comportements. Donc quel comportement on veut qu'ils aient par rapport à la stimulation que j'ai provoquée. Oui. Voilà. Et donc en fonction d'eux, vous allez utiliser tel ou tel levier. Tout simplement. D'accord. Et par contre les relations presse, oui, c'est surtout sur la fin d'année, parce que ce qui est intéressant, c'est que le jouet est un produit d'actualité. Donc il a sa place de façon très légitime dans toutes les rédactions. Soit presse écrite, internet, comment ça s'appelle, télé ou radio ou magazine. Et le dernier média qu'on n'a pas évoqué, qui lui permet à la fois de travailler soit de la notoriété, soit de la création de trafic, c'est le média digital, donc c'est toute la pub sur les différents sites internet, les moteurs de recherche, les achats de mots-clés, les pâtis, les patins. Voilà. Et ça, c'est extrêmement onéreux, parce que là, on a en fait une profusion de possibilités. Est-ce que ça se développe aussi? Oui, mais il y a une profusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sites internet, il y en a, je sais pas, moins 100 000 en France. Donc vous pouvez communiquer sur 100 000 sites différents. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est difficile d'avoir des mesures d'audience. Et donc de définir des coûts GRP. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est des choses qu'on va faire de façon extrêmement ciblée, en limitant les actions aux investissements que vous pouvez consentir. Je me dis par exemple, je vais mettre 100 000 € sur le digital, ouais, je mets 100 000 € sur le digital. Vous n'avez pas froid? Non, ça va. Vous pouvez vous placer? Non, mais comme ils ont ouvert, il y a un petit courant d'air. D'accord. Et c'est quoi votre pourcentage du coup de communication sur le digital? Ah bah C'est très faible. c'est 10%. Ah oui. Exactement. Ouais. Le premier, c'est catalogue et dépliant. Si, Ah vous oui, voulez, si on d'accord. prend le budget, c'est 80% du budget. Ah oui. Et la radio, c'est quand même important. Et la radio, c'est 10% et digital, c'est 10%. D'accord. Ok. Du coup, j'avais les moments clés de communication durant une année, à part Noël. Pour Printemps, vous, été, c'est- Noël. Printemps, été, Noël, pour vous, c'est les Éventuellement la rentrée, quand on a du budget, il y a la rentrée qui est importante aussi. Et puis il y a le après Noël qui peut être important aussi. trois. Ah oui, la rentrée. Voilà. Sur les soldes, on ne communique pas, parce que les soldes,
c'est pas une période clé pour le marché du jouet. Ça fait partie d'une dynamique, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Et du coup, printemps-été, c'est pour les jeux plein air principalement que Non, parce qu'en fait, communication. je vous parlais tout à l'heure de renouvellement du marché. Oui. Et vous avez deux moments forts pour l'arrivée des nouveautés dans le marché. C'est le printemps, donc c'est juste avant Pâques en fait. D'accord. Parce que Pâques, il y a un petit pic de consommation. On fait des cadeaux à Pâques, Ouais. même si on n'est pas catholique. Ouais. Bon, les juifs, ils ont fait ça en même temps. Et puis les musulmans, ils font Pâques parce que c'est une fête. Donc, mais c'est juste pour rigoler. Comme ils font Noël de la même façon. Et puis ensuite, et l'autre moment, c'est la rentrée pour Noël. Parce que en fait, Noël étant la plus belle des fêtes, Noël étant une fête familiale, c'est celle au cours de laquelle on va consacrer en fait un budget par enfant qui sera plus élevé. En moyenne, par enfant à Noël, on va dépenser 120, 130 euros Ouais. au niveau des parents. Et quand on raisonne au niveau de la famille, on va monter à 250 euros. D'accord. Donc c'est le moment où on achète des gros cadeaux. Et on avance. C'est mon rendez-vous. Je vais juste lui dire bonjour. Oui, allez-y. Et Je suis dans le budget par. oui, donc on peut acheter des jouets avec une valeur unitaire qui sera plus élevée. Ce qu'on appelle les gros cadeaux. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, on était dans un marché avec des rotations rapides et des rotations lentes, nous, en tant que commerçants, avoir des jouets à 80, 100 euros dans nos rayons en ce moment, ça ne nous intéresse pas trop. Oui. Donc, les fabricants, par exemple, quand il y a un super-héros qui sort, en ce moment, là, ils vont lancer les figurines, les petits véhicules, les petits jouets complémentaires. Donc, on va être sur des produits qui vont tourner entre 15 et 30 euros de prix de vente. D'accord. Et puis pour cette même collection à Noël, là, ils vont sortir les gros vaisseaux, les grosses aires de jeu. Et là, on va être entre 50 et 80 euros. Ouais. Ouais. Donc, ces nouveautés, elles arrivent à la rentrée, donc septembre-octobre, pour pouvoir être présentes dans les catalogues de Noël et pour pouvoir figurer dans les listes Père Noël. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est pour ça que. À tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est les deux temps. C'est-à-dire que le printemps, parce que y a, vous savez, comme on est sorti du cycle, comme les productions se font en Asie, le temps que soit livré, donc on va dire janvier, février, mars, vous avez toutes les nouveautés qui commencent à arriver, un peu encore au mois d'avril. Donc là, vous pouvez faire un catalogue pour dire c'est le printemps, c'est les nouveautés, il y a les grands classiques et petit patata. D'accord. Oui. Donc vous pouvez créer de la fréquentation chez vous. L'été, vous faites la même chose sur les jouets plus de plage, d'extérieur, tout ce qui va être jeux d'eau et compagnie. Et puis Noël, là, c'est toute la collection, à la fois des grands classiques et toutes les grosses nouveautés de Noël. D'accord. La saison de Noël, je crois que vous me l'avez dit, c'était 50%, c'est ça, dans votre CA Octobre, novembre, décembre. D'accord. Sinon, comment vous êtes-vous adapté du coup à l'ère digitale? C'est ça Qui est qu'on arrivé, on a fait notre site. Ah oui, fait notre site. c'est avec le On site a fait notre internet, site, on principalement. a organisé la digitalisation du point de vente. Vous y êtes mis en même temps que ça a commencé dans les années 2000 non, nous le site il a ouvert en 2013. 2013. On a pris notre temps en fait. On a pris notre temps parce que le modèle économique digital dans le jouet il n'est pas rentable. Donc il fallait attendre en fait une certaine maturité de consommation du jouet en ligne avant de se lancer. On n'a pas voulu être les précurseurs, on a été suiveurs sur ce dossier-là. Les concurrents s'y sont mis avant. Certains concurrents s'y sont mis avant et ça nous a permis en fait de capitaliser sur leur expérience pour proposer des solutions qui étaient plus dans l'air du temps et tout à fait en phase avec ce que les clients étaient prêts à utiliser et avec des objectifs de rentabilité qui sont les mêmes. D'accord. Donc les actions digitales que vous privilégiez, du coup, c'est le site internet et après l'achat de mots-clés. Alors ça, c'est autre chose. Oui. Non. Le point central, c'est le site internet. D'accord. Le deuxième élément, c'est la base de données clients.
on a dans le même temps que le site lancé en fait une grande offensive CRM avec la constitution d'une base de données clients qui représente aujourd'hui plus de 3 millions de personnes. L'objectif en fait étant de travailler plus fortement la connaissance de nos clients et de développer une approche personnalisée de la relation client. Et ça, vous l'avez lorsque les clients font des achats sur le site, la base de clients? Alors sur le site ou en magasin? Quand vous demandez les codes postaux, Non. les noms, tout ça. On vous demande en fait si vous voulez être un client privilégié. Vous D'accord. nous dites oui, donc on a votre nom, votre prénom, votre adresse mail, Oui. éventuellement votre téléphone, puis ensuite des informations sur votre foyer. Et là donc du coup vous rentrez dans la base de données. D'accord, oui, et sinon, quand on achète un produit sur le site. Et pareil pour le site. D'accord. Et là du coup on a une base qui se construit et qui nous permet d'analyser votre comportement d'achat et de pouvoir vous faire des propositions adaptées. Du coup, d'accord, donc du coup, mailing. Voilà, donc ça a fait une méga base de données en fait. Oui. Derrière. Donc là l'idée c'est que le digital c'est pas simplement que un site, c'est aussi une relation client qui va évoluer avec en magasin une relation qui va être fondée sur l'humain et au-delà du magasin qui va être fondée sur du digital. D'accord. Ce qui permet en fait de conserver le lien de façon permanente avec nos clients et de pouvoir l'adresser de façon personnalisée et pertinente à la fois par rapport à vous et par rapport à ce que nous on a à dire grâce au digital. D'accord. Du coup, une fois que vous avez cette base de données, vous faites des mailings. On fait des mailings, on fait C'est à des... quelle fréquence? Bah, ça dépend, ça peut être à Noël c'est plus une fois par semaine D'accord. et en courant d'année c'est 1 à 2 fois par mois. D'accord. D'accord. Je ne sais plus si vous avez une newsletter. Oui, il est au site, oui. Oui, donc c'est pareil. Elle est Sinon, liée au vous site, récupérez c'est pareil. la base de En données fait, voilà, avec les la newsletters. newsletter elle est plus liée au site, elle est liée à la grande écrit. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la grande écrit est une marque globale omnicanal. Donc en fait, elle va adresser ses clients en fonction de ses différents canaux et en utilisant des moyens qui sont soit liés aux canaux, soit universels. Une newsletter, elle n'est pas liée à un site internet, elle Oui. est liée à une marque. Oui, c'est sûr. Puis on Voilà. peut s'inscrire à la newsletter sans acheter. Exactement. forcément. Donc, mais nous, en fait, on met tout le monde dans le même pot parce que la newsletter, c'est l'information globale. D'accord. Voilà. On va vous traiter, vous, en tant que cliente, de la façon la plus globale possible pour pouvoir à la fois vous stimuler autant que faire se peut et vous apporter des éléments de réponse qui correspondent à vos besoins. Vos besoins à vous, ce sont des occasions de cadeaux à satisfaire pour telle ou telle population. Vous avez 3 enfants, bon ben là, c'est pas les mêmes cadeaux pour les enfants. Donc nous, c'est ça qu'on veut développer. Et grâce au digital et grâce au développement de la technologie, on peut être dans des approches qui sont de plus en plus fines, donc de plus en plus personnalisées, donc de plus en plus pertinentes pour les clients. D'accord. Ouais, je vois. L'idée, c'est de renforcer le lien avec nos clients. Puisque si vous êtes une jeune maman, c'est votre premier enfant, que vous venez la première fois à la grande écrit, que ça vous plaît, eh bien, si vous restez avec un enfant unique, bah, pendant 10 ans, potentiellement, vous pouvez être notre cliente. Vous représentez un pouvoir d'achat important pour nous. Et pour peu que vous ayez 2, 3, 4 ou 5 enfants, bah, Ça dure dans le temps, oui. et ça augmente le potentiel et donc les occasions de venir. D'accord. Donc, du coup, bah, il faut trouver tous les leviers pour faire en sorte que tout ça soit le plus pertinent pour vous. C'est-à-dire ne pas être intrusif et avoir des bonnes suggestions ou des bonnes réponses à vos besoins. D'accord. Vous n'avez pas d'autres moyens sinon d'action digitale? Vous n'avez pas d'application, je crois Si on a une application qui s'appelle le coffre à histoire, mais on débute donc D'accord. voilà. Oui, non. Genre de l'application Oui, c'est secondaire, les sites internet, enfin, les applications qui sont des applications pour vendre, en dehors des agences de voyage, ça marche pas trop. D'accord. Oui, Donc, c'est pas votre une principal priorité. moyen, c'est vraiment le site. Et après, Le site et le magasin. D'accord. Ok. Très bien. Quels éléments souhaitez-vous que vos clients retiennent de vos campagnes de communication ou de leur sortie C'est qu'il d'un faut qu'ils magasin? viennent chez nous. Non, mais est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent certaines valeurs ou Non, c'est un tout en pas, fait. moi. Non, mais il y a deux choses. Vous avez dit communication ou quand ils viennent en magasin. Pour moi, c'est pas la même chose qui reste. La communication, ce qui est important, c'est que s'ils le voient, ben, c'est que ça leur donne envie de venir. L'objectif étant de faire venir.
Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est faire venir et pour faire acheter. Et après, quand ils sortent du magasin, bah, c'est d'être satisfait. C'est-à-dire que, en fait, c'est qu'ils disent, oui, bah, c'est ça qu'il fallait. C'est la bonne solution. D'accord. Parce que quand on achète un jouet, vous avez des enfants? Non. Pas encore. Quand on achète un jouet, on achète quelque chose pour un petit bonhomme ou une petite jeune fille qu'on ne connaît pas tant que ça finalement. On ne sait pas à la cour, ils jouent à quoi dans la cour de récréation, quand ils sont dans la chambre avec leurs amis, ils jouent à quoi quand il est tout seul dans sa chambre, quand il est entre frères et sœurs. On ne sait pas. Donc le monde de l'enfance est une grande inconnue pour les parents. Et on n'a pas de notion d'école pour nous apprendre, machin, tout ça. Déjà, on se débrouille pour arriver à leur donner à manger, les changer, les élever, ainsi de suite. Mais en plus, dans tout ce qui est le jouet, c'est compliqué. Donc, du coup, on est très ignorant. Ce qui fait que finalement, lorsqu'on s'adresse à un spécialiste, on veut plus qu'un produit. On veut une solution. Donc, si on vous a proposé la solution adaptée à votre besoin à vous, en tant que maman, dans l'intérêt de votre enfant, déjà sur le coup, vous allez nous dire merci. Oui. Et quand vous allez revenir, vous dites putain, le truc que vous m'avez fait, c'était génial. Quoi. Mon fils, il a adoré, la fête, c'était génial. Machin. C'est ça qu'on veut. Et si on a ça, on gagne de la confiance et on renforce le lien. Donc on crée de la fidélisation. Oui, donc ça se joue aussi au niveau de la relation client. C'est essentiel. Vraiment, C'est essentiel. content de ça. On n'est pas des hypermarchés ou des modèles de libre-service. Oui. On a, nous, de l'assistance, de l'accompagnement en magasin. Donc, quelqu'un qui fait que du libre-service, à la limite, bon, bah, t'as le produit, t'as pas le produit, donc Oui, bah oui. c'est très froid. Et du coup, on peut zapper facilement. Autant aller sur Internet, Oui, c'est sûr. franchement. Internet, il n'y a pas de conseils. En magasin, en hyper ou dans certaines enseignes, il n'y a pas de conseils. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, moi, je préfère aller sur Internet. Surtout que sur votre site, des fois, il y a des vidéos pour certains. Voilà, il y a des produits. choses. Il y a des choses. Donc, quand vous avez du conseil, ben, ce qu'il faut, c'est que ce conseil soit pertinent. Donc, il faut que les personnes en face, elles soient formées à la connaissance du produit, à la connaissance de l'enfant, Oui. à la connaissance de la maman. Parce que la maman, c'est pas une personne, il faut la prendre en considération. Oui, vous avez des formations. Il y a des pour les formations salariés. qui permettent de bien comprendre le client, de bien comprendre son besoin, de bien connaître les produits et donc d'apporter la bonne solution. D'accord. Et que ça lui donne envie de revenir. Voilà, c'est ça lié. D'accord, ok. Quelle est votre gestion de la marque au sens employeur? Tu veux dire quoi? Du coup, par rapport à vos salariés. Oh, bah, nous, on les maltraite, hein, ils Ouais, sont mais fouettés c'est tous ce les qu'on jours. appelle vraiment la. Non, la gestion de la marque. On est une entreprise familiale. Oui. On a deux catégories de salariés, les salariés permanents et les salariés saisonniers. D'accord. Donc sur les salariés saisonniers, là c'est uniquement sur la saison de Noël. Mais l'intérêt c'est qu'un saisonnier, un job de saison peut être une porte d'entrée pour un job en CDI. Ah oui. S'il a bien réussi Noël, si ça lui plaît, nous on se développe, on a des opportunités, il y a un turnover naturel. Donc ça peut être une porte d'entrée. Et après pour nos salariés à nous, c'est simple, on privilégie la formation pour donner des compétences à nos collaborateurs et on privilégie la promotion interne pour permettre à chacun d'avoir un parcours vertueux au sein de l'entreprise. Oui, c'est possible. Et on est sur une logique de projet d'entreprise qui se renouvelle tous les 5-7 ans, qui permet en fait à chacun de connaître la trajectoire de l'entreprise et donc de pouvoir construire sa propre trajectoire au sein de la trajectoire de l'entreprise. D'accord. Oui, donc il y a tout un parcours qui est possible. Donc si vous avez envie, vous rentrez ELS, donc premier niveau de salarié en magasin, et que demain vous avez envie de finir directeur régional, c'est possible. C'est employé libre-service, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc si vous éclatez en magasin, puis un jour vous avez envie de travailler au service appro ou à la compta, c'est possible aussi. D'accord. Donc il y a des passerelles verticales, Interne. horizontales. D'accord. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. En termes de licence, quels engagements vous amènent à repenser votre stratégie de communication avec les entreprises ou les licences? Je comprends pas la question. Du coup, on en parlait tout à l'heure, mais c'est en fonction des nouveaux produits. Est-ce qu'il faut vraiment s'adapter aux entreprises qui ont des licences? Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à eux? Ah. Oh non, nous on n'a aucune contrainte, on est des clients. Oui. Il faut savoir que nous sommes clients aussi, on est clients des marques. Les Oui. marques ont besoin de nous.
Donc nous, on n'a aucune contrainte, on n'a que des exigences. Ah oui, c'est pas eux qui se positionnent en tant que... C'est nous qui les choisissons. On a des produits de licence, je sais pas, la Reine des Neiges par exemple. Donc, Non, on les choisit. on veut que... Non, au contraire, ils ont besoin de nous. Donc nous, en fait, on a le pouvoir. D'accord. Parce qu'il y en a plusieurs, je sais pas, en fonction, je sais pas, la Reine des Neiges par exemple, il y en a plusieurs. Ouais, mais Reine des Neiges. Vous Non, pouvez mais choisir, vous avez plein de marques différentes qui vont proposer des produits sous la Reine des Neiges, puis l'ayant droit, il va le vendre à tout le monde. Et au-delà de la marque qui va vendre le produit, au-dessus, vous avez l'ayant droit, donc vous avez Disney. Donc on a aussi des relations avec Disney. D'accord. Ah oui, vous avez Eh oui. deux contacts. Bien sûr. Parce que Disney, il a intérêt à ce que nous, on référence le plus de produits Disney dans nos collections, parce que comme ça, il touchera plus de royalties. Même s'ils ont leur Disney Store. Peu importe. certains- Ouais, ça représente rien, les Disney Store, en fait. Oui, ouais. Il y en a très peu. Non. Donc, nous, on a des relations à plusieurs niveaux avec en fait tous les acteurs d'une chaîne de valeur d'un produit, par exemple, D'accord. mais c'est nous qui faisons notre choix. Et donc, s'ils veulent être mis en avant, ben, c'est eux qui vont nous donner des solutions pour être mis en avant. Tu vois, ils peuvent nous donner de l'argent, ils peuvent nous donner de la pub, ils peuvent nous donner des animations, ils peuvent nous donner de la PLV, ils peuvent nous donner tout un ensemble de Ah oui, choses. c'est pas eux qui exigent de vous certaines choses. Ah oui, Voilà. je pensais que c'était... Non, le maître du jeu, c'est le maître du lieu. Oui. Non, mais je pensais que vu que c'était eux qui avaient les produits et qui les créaient. du coup, Non, vous aviez des par exemple, contraintes. Disney, il va vendre la licence à Hasbro et Hasbro va fabriquer les figurines de la Reine des Neiges, par exemple. D'accord. Et donc c'est Hasbro qui va nous les vendre à nous. Oui. Sauf que Disney il va aussi venir nous voir en nous disant bah, tiens les produits Hasbro, j'aimerais bien qu'on puisse trouver qu'ils soient en meilleure place dans les catalogues, qu'ils soient en meilleure place dans les rayons, qu'ils soient. Donc comment je peux vous aider à faire ça? D'accord. Ok. Oui, Non, on a le beau rôle. Ouais, je voyais pas... Eh oui, je sais. Je voyais ça dans le On vous sens. apprend pas ça à l'école. Non, on a le beau rôle en fait. Le patron c'est nous. D'accord. Et Donc du coup, on est choyé. oui. Tant mieux du coup, Bah que oui. ça soit dans ce sens-là. Bah oui. Et du coup, enfin, c'était comment imaginez-vous l'enseigne dans 10 ans? C'est aussi difficile que de répondre comment imaginez-vous le monde dans 10 ans. Oui. Hein? Non, mais est-ce que vous espérez qu'il y ait de plus en plus de magasins? Est-ce que... Non, mais dans 10 ans, la marque sera toujours là. Elle aura évolué dans sa forme. Puisque dans 10 ans, la technologie sera, et on ne peut même pas imaginer à quel point encore plus présente dans le quotidien des Français. Donc elle va être présente dans le quotidien de la marque, très clairement. Donc il va y avoir en fait une évolution de la relation qui va se faire et je pense qu'il y aura une proximité qui sera beaucoup plus forte avec les clients que ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr que le réseau il sera développé, le réseau il sera développé aussi à l'international, donc la marque elle aura une couverture quasi mondiale dans 10 ans. Elle aura un rôle clé dans le marché du jouet au niveau européen. Ouais. Voilà. Mais vous pensez que du coup la proximité, il y en aura de plus en plus même Oui. malgré le digital? Grâce au digital en fait. Pour vous, grâce au Oui, digital? parce que en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant avec les mégabases de données, c'est que vous pouvez vraiment enrichir votre connaissance du client. Oui. Et parce que vous pouvez enrichir votre connaissance du client, vous pouvez mieux adresser vos clients. Et grâce au digital, vous pouvez adresser des millions de personnes de façon différenciée. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est vrai que certains, des fois, peuvent se sentir et ils doivent se dire bah, ils envoient ça à tout le monde, donc moi je suis qu'un client à part. Mais justement, ça c'est après l'art du discours, Oui, de vous faire percevoir le contraire. oui, de personnaliser. Et on pourra le faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On pourra le faire. Donc c'est ça l'avantage. Donc c'est pour ça que je dis qu'on sera encore plus proche de nos clients. Parce qu'on les connaîtra beaucoup mieux. Oui, Marilou? Ce soir? Oui, c'est possible, oui. Ok, bisous. Oui, aujourd'hui, vous ne Oui, ce que je personnalisez veux pas dire. vos mails avec les noms de clients, etc. Et Ah, puis même, demain, vous rentrerez en magasin, on vous dira bonjour Madame Michu, comment allez-vous? Parce qu'on saura que c'est Madame Michu qui vient de passer la porte. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Non. Aujourd'hui, on vous reconnaît. Oui, bonjour, comment allez-vous? Donc, il y a Oui. ce lien qui est là, mais il n'est pas encore assez puissant. Demain, c'est ça. Et alors, votre petit dernier, comment il va? Parce que quand vous allez rentrer, on va tout savoir sur vous. Oui, Et le truc que vous avez acheté la dernière fois, comment ça se passe, machin. ouais, c'est... D'accord. Vous voyez? C'est ça qu'il faut voir, c'est que ce lien, il sera plus fort dans le point de vente et à l'extérieur du point de vente. D'accord. La limite étant de ne pas être intrusif, de ne pas être machin, de ne pas être ci. Oui. Mais c'est pour ça que je dis qu'on sera encore plus proche de nos clients. Parce qu'on les connaîtra mieux, parce qu'on les reconnaîtra. Oui.
Oui. Ce qu'on Ce ne qui peut n'est pas pas faire encore aujourd'hui. possible. Ben non. Voilà. Vous rentrerez, hop, vous passez dans le rayon filles, ça correspond au produit que vous pourriez avoir besoin. Vous pourrez peut-être recevoir un message qui dit bah, tiens, en ce moment pour ça, pour votre fille, c'est super. Oui, même La le dernière parcours nouveauté, client, elle est là. peut-être qu'il changera. On aura tout. Oui. Donc c'est en ce sens que on va être. En fait, on va être beaucoup plus proche du client. Donc la contrepartie, c'est que le client va être beaucoup plus exigeant. Donc il va falloir élever le niveau de jeu. Oui, aussi. Et oui. Ça sera la contrainte. Ben oui, parce qu'un client informé, il est toujours plus difficile à satisfaire qu'un client non informé. D'accord. Et un client qui sait que vous lui donnez ça, ben, il le voudra encore plus, parce que les gens ils veulent toujours plus. Donc voilà, donc il y a en fait la relation client va vraiment évoluer avec une proximité renforcée et donc des propositions qui seront extrêmement personnalisées. D'accord. C'est ça l'axe. Ok, très bien. Bah, j'ai à peu près fait le tour des questions que je voulais. Génial. Ça, c'était le premier enregistrement. Ouais, je vois.